Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance du Comité consultatif d'urbanisme central, du 28 novembre 2024. On est à l'Hôtel de Ville et c'est une séance publique avec plusieurs dossiers ce matin. Alors, avec moi, bien sûr, Geneviève Laroche, je suis la présidente du Comité consultatif d'urbanisme central. Avec moi, bien sûr, les membres du CCU. Donc, comme élu, on a Mme Danielle Bertol, on a M. Claude Charon. À la maison, aujourd'hui, on a Mme Christelle Lefebvre et malheureusement M. Kibonge qui est absent pour cause de maladie. On a aussi nos membres citoyens. Donc, à ma gauche, M. Chani Ménard. À ma droite, M. Kevin Daigle, M. David Lacoste. Et on est bien sûr entouré de la merveilleuse équipe du service de la planification et de la gestion du territoire. À ma gauche, Mme Émilie Audet. À ma droite, j'ai M. Jean-François Morissette du cette fois-ci du SDST, donc du Service Développement stratégique du territoire. On a M. Wilson Pereira qui est avec nous aussi. On a pour nous présenter, on a M. Alexandre Roussel-Canouel, notre secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme central. Et on a avec nous aussi à l'avant nos deux présentateurs pour les premiers dossiers de la journée, donc Mme Sophie Audrey-Normand et M. Yves Tremblay. Et on a aussi M. Jean-Christophe Rassette du cabinet de la mairie. Je n'ai oublié personne? Je n'ai pas fait d'erreur dans les noms? C'est pas... Hein? Ah non, à distance, c'est vrai, j'ai oublié on a aussi un membre citoyen à distance en direct de Paris ce matin, donc Monsieur Frédéric. Oh mon Dieu, pouvez-vous spécifier votre nom de famille? Lemelin, c'est ça? Oui, Daniel Lemelin. Excuse-moi, on est vraiment trop familier. J'ai seulement ton prénom en tête. Donc, c'est ce qui nous permet de commencer la séance. Si ça vous convient, nous allons commencer par adopter l'ordre du jour avec plusieurs points, comme je le disais. Est-ce que ça vous convenait comme ordre du jour, les membres? Merci beaucoup. On a aussi un procès verbal de notre dernière séance publique du 17 octobre 2024. Vous avez pris le temps de lire le procès verbal. Est-ce que c'était conforme aux discussions? Parfait. Ça nous amènerait donc à deux premiers dossiers. Ce sont des dossiers que nous traitons en comité consultatif d'urbanisme central, mais en tant que conseil local du patrimoine. Donc, deux dossiers qu'on doit voir, donner un avis avant qu'ils puissent passer en comité de démolition. Donc, je vous laisse présenter les deux dossiers. Ils sont interconnectés. J'imagine que vous allez les présenter un peu ensemble aussi, un peu ou non, séparément. Parfait. Donc, on va commencer par le 6.1.1 qui est une demande d'autorisation de démolition complète du 2848-2850 rue College de l'arrondissement de Lennoxville. Alors, je vous Excellent. laisse la parole. Et oui, M. Lacoste, c'est vrai. Oui, ben, juste pour mentionner, comme c'est le musée qui a fait l'étude patrimoniale, moi, je vais me retirer, en fait, déclarer mon conflit d'intérêt, si on peut dire, pour le dossier. Donc, je vais me retirer. Je vais vous laisser débattre entre vous. Parfait. À ce moment-là, étant donné que Frédéric est avec nous, on a quorum quand même, M. Roussel-Canuel? Parfait. Merveilleux. Donc, je vous laisse présenter le dossier. Je vais faire une petite introduction, si vous me permettez, Madame la Présidente. En fait, c'est intéressant parce que c'est les premiers dossiers qu'on passe officiellement au Conseil local du patrimoine. Il faut savoir que tous les dossiers faisant partie de l'inventaire patrimonial de la ville devront passer préalablement au CLP, donc à cette instance, pour donner une recommandation qui sera intégrée par la suite dans notre sommaire décisionnel du traitement du comité de démolition. Donc, c'est une étape supplémentaire qui nous est imposée, bien sûr, par les règles, l'aménagement et l'urbanisme. Alors, ça nous fait plaisir de le faire, mais on va se familiariser. Ça ajoute un petit délai, malheureusement, mais ça reste que ça nous permet de faire un traitement conforme et complet sur les valeurs patrimoniales de nos bâtiments. Alors, je laisse la parole à ma collègue. Donc, bonjour tout le monde. Je vais présenter ici la demande d'autorisation de démolition complète du 2848-2850 rue Collège de l'arrondissement de Lennoxville. Merci. Une demande a été déposée le 1er février 2024 à l'effet de démolir complètement le bâtiment principal de la propriété située au 2848-2850 rue Collège dans l'arrondissement de Lennoxville. La maison bifamiliale construite en 1903 est présentement inoccupée et barricadée. La valeur patrimoniale de l'immeuble est identifiée comme B dans tous les critères de la fiche d'inventaire patrimonial de la ville de Sherbrooke. Ces cotes sont pourtant réduites à la base selon l'étude patrimoniale fournie par la demanderesse. Le bâtiment résidentiel compte parmi les plus anciens pour le noyau de bâtiments anciens agglutinés près du pont qui mène à l'Université Bishop.
Sa volumétrie est encore bien visible, ce qui en fait un exemple pour l'influence stylistique 1900-1930 des maisons cubiques à 3 pavillons. Le programme de réutilisation du sol dégagé conforme proposé par la propriétaire vise à laisser le terrain vacant puisque le terrain se retrouve en zone inondable de faible courant à récurrence 20-100 ans. Ici, le contexte géographique de la demande du 28-48. La représentabilité de l'immeuble par rapport à un courant architectural particulier. Et on peut le voir, la dégradation en 2018-2022. Même chose ici pour la détérioration du bâtiment. Ça, c'est l'utilisation projetée du sol dégagé, là, qui est un parc, un emplacement disponible pour l'ensemble des citoyens. Ici, les autres critères pertinents, c'est les zones inondables. On peut voir que le bâtiment se trouve dans la récurrence 20-100 ans. Et aussi, l'inondation de 2014, qu'on peut voir les 2 bâtiments qu'on va devoir traiter. Là, mais dans ce cas-ci, ce serait la maison à gauche pour cette demande-ci, mais on peut la garder en tête pour la prochaine, pour le prochain bâtiment. Considérant que l'état physique de l'immeuble est identifié comme B selon l'inventaire patrimonial, mais que l'étude patrimoniale fournit la classe comme D mauvais, que l'immeuble fait partie d'un inventaire et qu'il est considéré avoir une valeur patrimoniale bonne selon l'inventaire patrimonial, mais que l'étude patrimoniale fournie lui donne une cote de 38 que l'immeuble contribue fortement à la lecture d'un paysage urbain formé d'un petit noyau de bâtiments qui se développe au début du 20e siècle près du pont qui permet d'accéder à l'Université Bishop. Que l'intégration de l'immeuble au milieu est bonne, compatible selon notre analyse interne, compte tenu qu'il fait partie du noyau villageois de Lennoxville. Excuse-moi, Sophie Audrey, c'est juste qu'on a un petit enjeu. Est-ce que la présentation pourrait être partagée via la réunion Teams? Parce que là, les gens qui sont à distance ne voient pas la présentation. OK. Je suis désolée. Là. Tout le monde peut m'écrire aussi. Juste pour être certain, mais normalement, vous avez quand même accès à la présentation, ceux qui sont à Pourrais-tu la distance mettre? dans le CSP. Donc, c'est possible de suivre comme ça si jamais il y a un enjeu, mais Dans le G. Je ne suis pas dans la rencontre Teams, je pense. Ouais, mais j'ai pas. Yves peut peut-être le partager. Yves va peut-être pouvoir le partager. est-ce que vous êtes branché en ce moment sur la réunion Teams? Pardonnez pour la petite pause. Sinon, ceux qui sont à distance, M. Lemelin, Mme Lefebvre, est-ce que vous êtes capable de suivre avec votre propre présentation à la limite? Là, si on s'ajustera pour la suite ou... De mon côté, j'essaie de chercher le document PDF. On y arrive. Fait que je suis rendue à la page 14. Merveilleux. C'est parfait. Désolée. Désolée, moi, de n'avoir pas vu avant. Je suis rendue à la page 14. C'est pas celle-là. Encore. Oh. Non, plutôt. Avant. 14. Voilà. On continue. Merci. Considérant que l'intégration de l'immeuble au milieu est bonne, compatible selon notre analyse interne, compte tenu qu'il fait partie du noyau villageois de Lennoxville, mais que l'étude patrimoniale fournit la classe comme passable, considérant que l'utilisation du sol dégagé est conforme au règlement d'urbanisme en vigueur, considérant que l'utilisation de l'immeuble est résidentielle avec 2 logements et que le bâtiment est présentement vacant,
que le bâtiment a toujours eu une vocation résidentielle et qui compte parmi les plus anciens encore debout dans le secteur de la rue Collège. Considérant que l'immeuble fait partie d'un noyau de bâtiments formés au 20e siècle près du pont qui représente aujourd'hui l'entrée vers l'Université Bishop. Considérant que l'état d'authenticité de l'immeuble est coté comme B, tant par l'inventaire patrimonial que l'étude patrimoniale fournie, ce qui en fait un exemple de l'influence stylistique 1900-1930 des maisons cubiques à 3 pavillons. Que l'immeuble affiche un bon degré de représentativité, notamment par la présence de caractéristiques architecturales qui se rencontrent fréquemment à Lennoxville, à savoir un toit à pavillon tronqué et une galerie aux allures pittoresques. Considérant que l'immeuble présente des caractéristiques architecturales originales, à savoir une petite tour qui marque la transition entre les deux corps de bâtiment qui composent la résidence. Considérant que l'immeuble affiche encore des éléments de style cubique, mais que 2 résidences localisées sur le site de l'Université de Bishop sont de meilleurs exemples de ce style et présentent un haut niveau d'authenticité et d'intégrité. Considérant que l'immeuble affiche pardon, je pensais que c'était le même. Considérant que l'immeuble affiche un bon degré de représentabilité, notamment par la présence de caractéristiques. C'est la même? Oh, excusez, pardon. Oui, mais moi, j'avais la même page. Considérant que les coûts de rénovation s'élèvent à un montant de 273 260 pour des travaux de base et 279 106 pour des travaux avec imperméabilisation, selon la lettre de démolition fournie notamment une estimation de 2019. Considérant que les coûts de nettoyage et de travaux et d'hébergement alternatifs associés au sinistre de 2010, 2014 et 2019 s'élèvent à environ 95 000 pour l'immeuble. Considérant que l'immeuble fait partie d'une zone inondable de faible courant à récurrence 20-100 ans. Considérant que la localisation de l'immeuble en zone inondable de faible courant est un lien direct avec sa détérioration au fil des ans. Considérant que le Musée d'histoire de Sherbrooke ne s'oppose pas au projet de démolition du bien immobilier situé au 2848-2850 rue Collège à Sherbrooke, tel qu'il est mentionné dans son rapport d'évaluation patrimoniale daté de septembre 2024, que le Conseil local du patrimoine recommande au comité de démolition d'approuver la démolition de l'immeuble, étant donné sa localisation dans une zone inondable de faible courant, ainsi que des coûts importants du maintien de l'actif et de rénovation afin de diminuer à la dite zone inondable. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'on discute chacun des dossiers? Puis oui, parce qu'on veut aller de l'avant avec la recommandation, j'imagine, pour cet immeuble-là spécifique. Peut-être avant de laisser la parole à tout le monde, dire qu'on a quand même eu un atelier de travail, les membres du CCU, du Conseil local du patrimoine, parce que c'était un des premiers dossiers comme ça qui venait à nous avant le comité de démolition. Donc, pour brasser les idées, prendre le temps aussi de regarder bien ensemble l'évaluation patrimoniale qui a été faite. Je dirais aussi que dans les discussions, il est quand même venu, même si nous, on se concentre sur l'aspect patrimonial, on a quand même discuté du fait qu'on est en processus aussi au niveau du gouvernement du Québec pour revoir la cartographie des zones inondables. Et on sait déjà aussi que le 20-100 ans risque de devenir autre chose. On sait déjà aussi qu'il va y avoir des mesures beaucoup plus strictes pour la suite dans les zones inondables, probablement dans les règles à suivre. Donc, c'est quand même des éléments qui ont fait partie des discussions. Alors, je ne sais pas s'il y a des membres qui veulent s'exprimer suite à l'atelier, le dernier atelier ou l'analyse de M. Charles. Oui, je voulais juste mentionner que les coûts de rénovation sont assez extrêmes aussi. Puis ça, je ne sais pas si on a déjà un barème établi, parce que je sais qu'on avait un avant. Donc, qui était, je pense, la valeur du bâtiment, un pourcentage par rapport à la valeur du bâtiment. Fait que dans ce cas-là, c'est certain que ça va au-dessus de ça, là, mais c'est quelque chose aussi, il va falloir se pencher au point de vue dépenses là, en rénovation. Puis en fait, je pense dans les discussions qu'on a eues, je passe la parole tout de suite après, dans les discussions qu'on a eues ensemble, c'est sûr qu'on avait quand même un souci du fait que c'est un secteur qui est très ancien, que c'est dans les premières résidences. Fait que c'est pas, on n'a pas discuté à la légère de ce dossier-là, mais déjà en voyant les sinistres qui se sont produits aux 4 ans, comme on le voit dans les considérants, on sait là, que c'est un immeuble que si on remettait à neuf, il faudrait prévoir vraiment des mesures très, 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 très forte pour éviter la dégradation. Et le fait que ça a été justement inondé plusieurs reprises, c'est ce qui explique le fait que maintenant c'est inhabité et non pas
un désir non plus de laisser aller nécessairement, comme on peut voir dans certains dossiers. Là, c'est les inondations qui ont créé des situations d'insalubrité aussi pour l'habitation. Fait que je vous laisse, M. Daigle. Oui, en fait, je me demandais, je pense, j'étais pas à la session de travail, je m'en excuse, mais je me demandais, est-ce que ça a été discuté? Je comprends très bien que la maison ne devrait pas être là, pour toutes les bonnes raisons que vous avez expliquées. Est-ce que ça a été discuté de déplacer le bâtiment ailleurs? Est-ce que ça a été discuté, ce sujet-là? Non, ça n'a pas été discuté lors de l'atelier. Puis, tu sais, même, je dirais qu'il y a quand même eu, puis peut-être que M. Lemelin va vouloir se prononcer aussi de ce côté-là, il y a même eu des questionnements à dire, ben, est-ce que on devrait malgré tout demander à ce que ça soit imperméabilisé et on la conserve là? Parce que oui, on peut dire on devrait tout déplacer de ce qui est sur le bord des rivières, mais dans les faits, on va avoir aussi à vivre avec les modifications des changements climatiques et tout ça. Mais non, on n'est pas allé sur le thème du déplacement du bâtiment. Je ne sais pas si la structure pourrait le recevoir ou autre. Monsieur Roussel-Canuel? Oui, puis simplement à titre informatif, un déplacement devrait également être considéré comme une démolition au sens de notre règlement aussi. Donc, le dossier devrait passer quand même au CCU-CLP pour ensuite le comité de démolition, puisqu'on considère dans le règlement que le déplacement, on l'assimile à une démolition. Ça rentre dans la définition. Exactement. OK, je comprends. Oui, allez-y, Madame Bertha. Oui, bien, on avait aussi, au moment de l'étude du dossier en atelier de travail, on s'est interrogé à savoir le fait d'autoriser cette démolition-là, si ça n'aurait pas une atteinte au style ou tout au moins aux maisons sur le terrain. On perdrait un peu d'histoire, mais il y a déjà 2 bâtiments qui répondent quand même aux critères de ce même genre de structure sur le site de l'Université Bishop. Donc, ça partirait pas dans l'histoire, ces 2 maisons-là. Donc, c'est ce qui a pesé aussi dans la balance de dire, ben, écoutez, on serait prêt à accepter une recommandation positive au comité de démolition. C'est sûr que c'est toujours, quand on parle du patrimoine, c'est toujours pas intéressant, mais c'est pas vraiment situé dans une bonne zone et pour passer là régulièrement, comme M. Charon y habite aussi, dans ce coin-là, c'est souvent inondé et ça ira pas en s'améliorant avec les changements climatiques. Donc, je pense que ce serait un petit peu rêver en couleur que de dire, ben, on va lui demander d'investir l'argent qu'il faut, puis on va remettre ça à niveau, on va imperméabiliser. Écoute, ça coûterait probablement une fortune et tout. Alors, moi, j'étais très à l'aise en atelier de travail à faire une recommandation favorable pour le comité de démolition. Merci. Effectivement, Mme Berton, on l'avait même fait rajouter dans les considérants le fait qu'il y avait 2 résidences du même style, mais en meilleur état sur le site de Bishop. Merci de le souligner. Oui, allez-y, Madame Nord. Oui, bien en fait, pour répondre à la question, pour déplacer un bâtiment, bien, un des critères pour la valeur patrimoniale, c'est le fait qu'il fait partie d'un ensemble. Fait que quand on le déplace, il va perdre cet aspect-là. Puis l'autre élément que je voulais ajouter, c'est ce qu'on a eu aussi en atelier de discussion, c'est aussi les enduits intérieurs. On n'a pas de photos actuellement, mais apparemment, il y aurait la présence de moisissure. Fait que, c'est à savoir si on déplace le bâtiment, on n'a pas d'idée de la structure, mais d'ailleurs, si les enduits sont endommagés parce qu'il est vacant depuis plus de 4 ans, non chauffé, on peut s'imaginer à l'intérieur de quoi ça a l'air. Fait qu'il y a aussi ça, là, que c'est pas écrit parce qu'il n'y avait pas les photos complémentaires, mais on en a parlé ensemble. D'ailleurs, peut-être que ça s'appliquerait plus ou moins dans ce cas-là, dans le sens où là, il y avait des sinistres, là, mais juste nommer quand même qu'on a, parce que ça aussi, ça a été soulevé, comment on peut mieux préserver notre patrimoine pour éviter qu'il soit, même si dans ce cas-ci, c'est lié quand même à des séismes, à des inondations. Mais sachez que dans notre nouveau règlement d'entretien, occupation, salubrité des bâtiments, on oblige les bâtiments inoccupés à rester chauffés. Et ça, c'est important pour maintenir des structures, pour éviter que des bâtiments inoccupés, justement, se détériorent davantage. C'est des choses qu'on a fait ajouter dans notre nouveau règlement. J'avais M. Lemelin, puis après ça, je vais revenir à M. Charon. Allez-y, M. Lemelin. Oui, bon, on l'a abordé pendant l'atelier de travail et comme vous venez toujours de le mentionner, je n'étais peut-être pas du même avis que tout le monde lors de l'atelier de travail. Rapidement, là, pour résumer, ma manière de penser ou la réflexion que j'avais eue pendant l'atelier de travail, c'est qu'un bâtiment patrimonial, si on commence à en enlever un, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver aux 2 autres. Peut-être qu'il peut y avoir un feu qui peut se produire sur un autre. Et là, soudainement, tu passes de un bâtiment qu'on enlève, là, t'en perds un autre, t'en perds un autre. C'est
peut comme avoir un effet d'entraînement non désiré, loin de là. Ça, je le comprends, là, que l'objectif n'est pas évidemment pas d'enlever tous ces bâtiments patrimoniaux-là. Mais moi, mon avis, c'est beaucoup justement il va falloir qu'on apprenne à vivre avec les inondations qui vont juste aller en s'empirant dans les prochaines années. J'avoue que l'idée de déplacement, même si ça serait un moindre mal, selon moi, que de la démolition, mais pour moi, l'idéal resterait de vraiment apprendre plus à vivre avec ces changements climatiques-là et les sommes qui sont avancées. Je sais qu'on parle de 2019, si je me souviens bien, là. Je n'ai pas les chiffres directement devant moi, mais un 500-600 000 qui a été estimé en 2019 pour imperméabiliser. Ça risque d'être probablement plus, mais encore une fois, à mon avis, c'est peu par rapport à ce que ça apporte à la collectivité, pas juste de Lennoxville, mais de Sherbrooke et de l'Estrie au complet, de protéger notre patrimoine bâti. Donc ça, c'était mon opinion. Merci. Oui, puis ça a été largement discuté, puis c'est vrai, c'est toujours brise-cœur, là, des dossiers patrimoine, c'est effectivement. Puis on a beaucoup parlé quand même en été de travail de ne pas vouloir créer de précédent parce que justement, comme vous le dites, M. Lemelin, à chaque fois qu'on dit oui, on se dit qui va pouvoir se réclamer du même droit par la suite, puis est-ce qu'on va finir par perdre notre âme de patrimoine, parce que c'est un peu ça, c'est tous nos ensembles bâtis. Et ça demeure, moi, je demeure aussi très sensible à ça. Puis ce qui a été dit en atelier, par contre, c'est que dans ce cas-ci, étant donné que c'est vraiment dans une zone inondable avec des conditions particulières de séisme et qu'on est en train de revoir les cartographies, il y avait, le précédent ne s'appliquait qu'à dans une circonstance exactement identique. Donc, qui était quand même limité au niveau du précédent à créer. Si je ne m'abuse, est-ce que vous confirmez que c'est un peu ce qu'on avait dit, M. Roussel-Canuel? Je pense que vous étiez intervenu par rapport à ce concept-là. Bon, ça va. Pas de problème. C'est bon, je pense que je suis assez sûre. Donc, est-ce que les membres, est-ce qu'il y avait d'autres. Oui, M. Chariot, excusez-moi, je ne suis pas Oui. revenue. Je voulais juste rajouter, parce qu'il a été mentionné que le bâtiment était vide pendant 4 ans, mais c'est justement à cause des inondations à répétition. Il y a eu des rénovations qui ont été faites, puis là, il y a une autre inondation. Ça fait que c'est comme vraiment un cercle vicieux, là, où c'est que le bâtiment est non salubre à cause de l'humidité. Puis si la rénovation ne sert à rien à cause des faits que l'inondation revienne. Donc, il n'est pas vide parce que c'est intentionnel, il est vide parce que c'est par obligation de salubrité. Merci. J'ai M. Degg qui voudrait réintervenir. Oui, en fait, je comprends l'inquiétude de Frédéric. Dans le fond, je pense que ça voudrait dire qu'on pourrait juste tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est classé patrimonial sur ce bout de chemin-là, qui est dans la même zone, pourrait juste tout s'envoler. C'est ce qu'on dit. C'est le précédent qu'on crée. Non? Plus ou moins, il faut que ça soit vraiment spécifique, il faut que ça soit tout, chaque élément des considérants qui peuvent former un tout. Il y a beaucoup de l'état aussi actuel du bâtiment. Il y a différentes choses qui fait que un bâtiment à côté qui est en très bon état aujourd'hui n'aurait pas les mêmes considérants non plus. Là. On est vraiment dans les situations spécifiques. Mais c'est sûr que à chaque avis de démolition, puis là, c'est le comité de démolition qui va plus se prononcer sur l'aspect démolition. Nous, on se prononce sur l'aspect plus patrimonial, mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire abstraction complètement de ça. Je pense que ça va plus loin que le dossier qu'on traite en ce moment, mais le jour où cet espace-là va devenir un parc, une aire verte, est-ce que c'est possible de suggérer à Bishop de garder des traces du passé? J'ai vu plusieurs parcs avec des genres de grands panneaux pour indiquer si c'est ce qu'il y avait ici avant ou ça fait partie. OK, bon. C'est exactement ce que le comité local en patrimoine OK, cool. peut demander. Qu'est-ce qu'on peut conserver du patrimoine, puis comment qu'on le rapporte à la population. C'est exactement pour ça que cette entité-là OK, est là. super. Merci. Quelque chose, parce qu'on l'avait discuté, ça aussi, en atelier de travail, mais on n'en avait pas fait nécessairement un élément de la recommandation, mais ça avait été amené justement de dire, ben, est-ce qu'on pourrait demander de conserver quelque chose? C'est difficile de spécifier quoi, mais de garder une trace de ce passé-là, est-ce que c'est par
par panneau d'interprétation, par photo, mais je ne sais pas comment on pourrait formuler ça dans une recommandation. Je vous avoue que c'est la première fois qu'il... En fait, ça peut être un élément qui peut être recommandé, puis après ça, qui va être récupéré au comité de démolition là, dans les conditions, au final. Ça serait d'ajouter une recommandation pour d'ajouter à la recommandation un élément qui dirait que le Conseil local du patrimoine recommande... Il y a un rappel du passage des bâtiments sur ce site-là pour rappeler l'occupation, justement, du lieu. Cet ajout-là dans la recommandation? Juste à rajouter le fait qu'on remet quand même à la nature les terrains. Donc, il y a ça qui est positif. Là, quelque part, ça va devenir naturel. Donc, on va laisser les arbres prendre leur place. Oui, qui peut être bon aussi en bordure de rivière, on s'entend. Puis c'est la proposition, c'est vraiment d'aménager un espace public, donc qui servirait aussi à la collectivité. Là. C'est plus intéressant, c'est sûr, que d'en faire un... La partie publique serait juste sur le bord du trottoir, là. Comme ça existe déjà tout le long de la rue Collège, là. Donc, est-ce qu'avec ça, puis M. Lemelin, vous pouvez vous opposer aussi, là, vous mettre votre dissidence, il n'y a aucun problème, mais est-ce qu'en majorité, les membres sont favorables à la recommandation avec l'ajout? Oui, puis est-ce que M. Lemelin, vous voulez mettre votre dissidence? Tant qu'à être, on peut la noter, oui. Oui, M. Roussel-Cagneuze. Vous allez nous relire la recommandation? Oui, juste pour être certain que j'ai bien saisi. Donc, on avait déjà libellé le fait que le Conseil local du patrimoine recommande au comité de démolition d'approuver la démolition de l'immeuble, étant donné sa localisation dans une zone inondable de grand courant, ainsi que les coûts importants du maintien de l'actif et de rénovation afin d'immuniser de la dite zone inondable, et qu'un rappel du caractère patrimonial de l'immeuble soit réalisé dans le cadre de l'aménagement du terrain. Est-ce que ça convenait? Ça convient? Parfait. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer au deuxième dossier qui va être quand même assez similaire. J'imagine qu'on ne fera pas nécessairement toutes les discussions, mais allez-y, je vous laisse présenter le deuxième dossier. Donc, la mise en contexte. Une demande a été déposée le 1er février 2024 à l'effet de démolir complètement le bâtiment principal de la propriété située au 2856-2858 rue Collège dans l'arrondissement de Lennoxville, la maison de vie familiale construite entre 1887 et 1893 est présentement inoccupée et barricadée. La valeur patrimoniale de l'immeuble est identifiée comme B dans tous les critères de la fiche d'inventaire patrimonial de la ville de Sherbrooke. Ces cotes sont réduites à la base selon l'étude patrimoniale fournie par la demanderesse. Le bâtiment résidentiel est sans doute la plus ancienne maison de son noyau de bâtiments près de l'Université de Bishop. Le pharmacien de Lennoxville, Albert Hall, a fait construire cette résidence à Lucarne-Pignon, un style populaire à l'époque. Le programme de réutilisation du sol dégagé proposé par la propriétaire vise à laisser le terrain vacant puisque le terrain se retrouve en zone inondable de grand courant 0,20 ans. Si la mise en contexte, l'autre bâtiment à côté. C'est des images de 2024 là, que le bâtiment est barricadé actuellement. On peut voir les détériorations là, du bâtiment là, au niveau de la toiture et des revêtements. Le programme de réutilisation du sol dégagé. La représentabilité de l'immeuble par rapport à un courant architectural particulier. Excusez-moi, on n'a encore pas la présentation sur la... Yves, tu le sur le team. Non. Non, on voit là encore l'ancienne... on voit la page 20 de la précédente... Est-ce que vous voulez que je repasse rapidement juste les images ou on continue? OK, on continue. Ça va. Ici, l'autre critère pertinent, là, la zone inondable, on peut voir que l'immeuble est en zone 0-20 ans et non en zone 20-100 ans. C'est une image fournie là, dans l'étude patrimoniale qu'on peut voir les deux bâtiments encerclés en rouge là, qui sont inondés en 2014. Recommandation. Considérant que l'état physique du bâtiment est considéré comme passable B selon l'inventaire patrimonial, mais que l'étude patrimoniale fournit la classe comme mauvaise B,
Considérant que l'immeuble fait partie d'un inventaire et qu'il est considéré avoir une valeur patrimoniale B, selon l'inventaire patrimonial, n'est que l'étude patrimoniale fournie lui donne une cote de 37 %. Considérant que l'immeuble est sans doute le plus ancien dans le secteur de Lennoxville qui jouxte le pont qui mène à l'Université de Bishop. Considérant que l'immeuble contribue fortement à la lecture d'un paysage urbain formé d'un petit noyau de bâtiments qui se développe au début du 20e siècle près du pont qui permet d'accéder à l'Université Bishop. Considérant que l'intégration de l'immeuble au milieu est bonne B, compatible selon notre analyse interne, compte tenu qu'il fait partie d'un petit noyau de bâtiments anciens situé près du pont qui mène à l'Université Bishop, mais que l'étude patrimoniale fournit la classe comme passable. Considérant que la réutilisation du sol dégagé est conforme au règlement d'urbanisme en vigueur, considérant que l'utilisation de l'immeuble est résidentielle avec 2 logements et que le bâtiment est présentement vacant. Considérant que le bâtiment a toujours eu une vocation résidentielle et qu'il compte parmi les plus anciens encore debout dans le secteur de la rue Collège, considérant que l'immeuble fait partie d'un noyau de bâtiments anciens formés au 20e siècle, près du pont qui présente aujourd'hui l'entrée vers l'Université Bishop. Considérant que l'état d'authenticité de l'immeuble est considéré comme bonne B, tant par l'inventaire patrimonial que l'étude patrimoniale fournie, ce qui en fait un bon exemple de l'influence stylistique 1870-1900 maison vernaculaire à Lucarne-Pignon. Considérant que l'immeuble affiche encore des éléments de style maison à Lucarne-Pignon, mais que 2 résidences localisées sur le site de l'Université Bishop sont des meilleurs exemples de ce style et présentent un haut niveau d'authenticité et d'intégrité. Considérant que les coûts de rénovation s'élèvent à un montant de 262 399 $ pour des travaux de base et à 559 459 $ pour des travaux avec imperméabilisation selon la lettre de démolition fournie notant une estimation de 2019. Considérant que les coûts de nettoyage et de travaux et d'hébergement alternatifs associés aux sinistres de 2010, 2014 et 2019 s'élèvent à environ 98 000 pour l'immeuble. Considérant que l'immeuble fait partie d'une zone inondable de grand courant à récurrence 0-20 ans. Considérant que la localisation de l'immeuble en zone inondable de faible courant est un lien direct avec sa détérioration au fil des ans. Considérant que le Musée d'histoire de Sherbrooke ne s'oppose pas au projet de démolition du bien immobilier situé au 2856-2858 rue Collège à Sherbrooke, tel qu'il est mentionné dans son rapport d'évaluation patrimoniale daté de septembre 2024, que le Conseil local du patrimoine recommande au comité de démolition d'approuver la démolition de l'immeuble étant donné sa localisation dans une zone inondable de grand courant, ainsi que les coûts importants du maintien de l'actif et de rénovation afin d'immuniser la dite zone inondable. Merci. Donc, encore plus de brise-cœur quand on le lit. C'est sûr que c'est probablement le plus ancien des bâtiments. Moi, c'est toujours, ça fait un chicotement, mais qui est dans une zone 0-20 ans actuellement. Donc, on peut s'imaginer dans les prochaines années ce qui va advenir. J'ai M. Lacoste, vous avez un... Oui, étant donné que c'est un deuxième dossier, donc deuxième vote, deuxième présentation, et encore là, c'est le Musée d'histoire qui a fait l'étude patrimoniale, donc je vais déclarer mon conflit d'intérêt encore une fois. Merci, M. Lacoste. Est-ce que j'avais d'autres commentaires sur ce dossier spécifique qui est un dossier très semblable? Je pense que les discussions ont tourné autour des mêmes. Est-ce qu'on voudrait ajouter la même note, par contre, qu'au premier dossier, probablement? J'ajouterais que la distinction ici, on est dans le 0-20. Fait que même au niveau des lois actuelles et règlements qui encadrent ça, on n'aurait pas le droit de reconstruire cette maison-là résidentielle à cet endroit-là. Fait que si cet immeuble-là doit être démoli, on ne pourrait pas le reconstruire dans les faits avec la réglementation actuelle. Exact. Puis on avait eu la même réflexion par rapport au deuxième bâtiment, dans le sens où quand on va avoir les nouvelles cartes de zone inondable, probablement qu'on va se retrouver dans les 2 cas de bâtiments dans la même situation, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas rebâtir sur les sites. Ouais. Comme disait M. Lemelin, ce serait le fait qu'on travaille plus sur des façons de construire en zone inondable parce qu'on va en avoir de plus en plus, mais en même temps, les berges sont aussi des lieux de protection pour nos cours d'eau. Fait que c'est de voir comment on peut le mieux travailler avec ça. Ce sera des gros enjeux dans le futur. Monsieur Lacoste, c'est une vieille main, évidemment. Est-ce que j'avais d'autres commentaires ou ça vous conviendrait qu'on mette la même note de préserver
Un signe du patrimoine. Oui, M. Charon. Madame la Présidente, je pense que ça vaut la peine de peut-être mentionner que les commentaires qu'on a faits pour le bâtiment précédent sont pas mal identiques. C'est pas mal la même situation. Encore là, on a un signe du même style de l'autre côté avec l'Université Bishop, même si l'ensemble avait aussi une valeur. Donc, ça vous va comme d'aller avec la recommandation. Est-ce que vous voulez préciser, M. Rousseau-Canet? Oui, deux choses. Est-ce que M. Lemelin inscrit également sa distance pour ce dossier? Je pense de la même manière qu'il faut trouver des manières de vivre, de laisser ces signes de patrimoine aux générations futures, même si c'est un défi d'ingénierie à venir. Donc, vous inscrivez votre dissidence? Ouais. Merci. Puis simplement revenir sur la question que vous me posiez tout à l'heure. Oui, je confirme ce que vous disiez à propos des précédents. Là, chaque cas est étudié de façon unique et c'est le pourquoi qu'il y a des présentations également et les considérants que vous mettez là-dedans. Et il n'y a pas de. Il y a personne qui pourrait venir prétendre que parce que il y a une autre maison qui est en zone inondable, s'il n'y a pas les mêmes caractéristiques qu'un précédent là, au niveau de la décision du CCUCLP, qui est en fait en plus une recommandation au comité de démolition. Donc, je confirme ce que vous disiez, Madame la Présidente, tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, ça clorait ces deux dossiers-là. Simplement dire que la suite du cheminement, c'est d'aller ensuite en comité de démolition. Et le comité de démolition, à ce moment-là, est décisionnel, à moins que quelqu'un s'oppose ensuite à la décision, où là, ça devra revenir en conseil municipal s'il y a opposition. Donc, merci beaucoup, Mme Normand, M. Tremblay. Ça nous amènerait à un prochain point, qui est le 7.1.1, qui est une demande d'amendement au règlement 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, superficie ou pourcentage maximal de la somme des superficies des bâtiments accessoires dans les zones projets résidentiels approuvés. Demande de M. Geoffrey Poulain. C'est Mme encore Normand qui va nous présenter le dossier, je crois. Accompagnée de Mme Massé ou seulement c'est dans la salle? Oui, parfait. On vous laisse vous installer. Prenez le temps de partager les présentations. Je vais repartager encore pour ma collègue qui est branchée autrement. Le temps que ça se charge. Celui-là? C'est parfait? C'est le bon? Alors, je vais... OK. On est là aujourd'hui pour la... Est-ce que vous voyez? Pas encore partagé, Encore. par contre. Ça ne sera pas long. Ce sera pas long. Partager le contenu. J'arrive. Voilà. Nous le voyons maintenant. On y est? Oui, on y est. La demande d'amendement au règlement 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, les superficies ou pourcentage maximal de la somme des superficies des bâtiments accessoires dans les zones projets résidentiels approuvés, demandé par M. Geoffrey Poulain. La mise en contexte. De façon abrégée, l'objet de la présente demande vise à permettre une superficie et un pourcentage maximal de la somme des bâtiments accessoires plus grand que les normes actuelles dans les zones projets résidentiels approuvés. Afin de bien comprendre les tenants aboutissants, voici les informations détaillées sur les aspects de cette demande. Les zones projets résidentiels approuvés au règlement 1200, zonage et lotissement, réfèrent à des projets de développement résidentiel qui ont été approuvés par les anciennes administrations municipales avant le regroupement municipal de janvier 2022. Dans le règlement 1000 adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé, ces zones se retrouvent à l'extérieur des périmètres urbains, principalement dans des affectations rurales ou rurales forestières. Le schéma vient interdire les ouvertures de rues à l'extérieur des périmètres urbains, à l'exception des 15 projets résidentiels approuvés identifiés au plan 8 du schéma. Voir en annexe. Afin de pouvoir plus aisément identifier ces projets pour lesquels une entente d'ouverture de rue peuvent être conclue au règlement 1204 concernant certaines ententes et contributions rattachées à des travaux, à des services municipaux
ainsi que de justifier des normes différentes pour ces projets que celles généralement prescrites dans des zones rurales et rurales forestières, notamment les normes minimales relatives aux superficies et dimensions des lots. Ces 15 projets ont été zonés projets résidentiels approuvés au règlement 1200. Ces distinctions se retrouvent également dans certaines normes relatives aux bâtiments accessoires. Ainsi, le règlement 1200 est venu prescrire les mêmes normes relatives à la superficie ou au pourcentage maximal de la somme des bâtiments accessoires que celles exigées pour les zones situées à l'intérieur des périmètres urbains, soit des normes plus restrictives que celles prescrites dans les zones agricoles, rurales ou rurales forestières. Ces normes sont plus amplement décrites dans le document intitulé « Grille d'analyse des documents visuels » joint au présent sommaire décisionnel. Ainsi, M. Poulain, propriétaire du terrain situé au 31 rue Honoré-Robidoux, qui se trouve en partie dans la zone projet résidentiel approuvé, PRA 1568, et en partie dans la zone rurale, RU 1569, souhaiterait pouvoir bénéficier des mêmes superficies totales de bâtiments accessoires que celles autorisées pour les autres types de zones situées en dehors du périmètre urbain. Il a donc déposé une demande d'amendement à cet effet. Malgré une superficie d'occupation du sol du bâtiment principal d'environ 242 m² sur un terrain d'une superficie de 24 236 m², la superficie totale de tes bâtiments accessoires est limitée à 115 m², soit la superficie approximative du garage existant. Aucun autre bâtiment accessoire ne peut donc être autorisé sur ce terrain. On retrouve plusieurs développements résidentiels situés dans des zones rurales ou rurales forestières réalisés avant l'interdiction d'ouvrir des rues à l'extérieur des périmètres urbains. La superficie des terrains dans ces projets est similaire à celle des terrains situés dans des zones projets résidentiels approuvés. Cependant, la superficie totale des bâtiments accessoires y est plus permissive. Par exemple, si la propriété de M. Poulain était située entièrement dans la zone RU 1569, la superficie totale maximale des bâtiments accessoires autorisés serait de 242 m², soit la superficie d'occupation au sol de son habitation. Étant donné que les 15 zones projets résidentiels approuvés sont comparables, il est opportun de modifier le règlement 1200 de manière à assujettir ces 15 zones aux mêmes normes de superficie de bâtiments accessoires que celles applicables aux zones agricoles, rurales, rurales forestières et non seulement à la zone PRA 1568. Ça, c'est la localisation de la propriété du 31 rue Honoré-Robidoux du demandeur. On peut voir qu'il y a un grand terrain, puis on peut voir qu'il est situé dans 2 zones. Ici, c'est la carte plan 8 là, au schéma. C'est les 15 projets résidentiels approuvés. Et je peux vous les passer. Il y en a 15 à faire, mais puis les situer, puis voir. On peut regarder les lotissements. Ici, j'apporterais une attention particulière à celle-ci, parce qu'on peut voir qu'il y a un développement juste à côté RU puis PRA, qui sont complètement un à côté. Un a été approuvé avant les fusions 2002, fait qu'il se retrouve en zone rurale. Puis à côté, on a une zone PRA qui n'était pas approuvée avant le regroupement des municipalités en 2002, pardon. On voit que c'est les mêmes lotissements. C'est le même projet, mais il a été approuvé après. C'est une zone PRA à développer. Donc, les recommandations. Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le règlement 1200 de zonage et de lotissement et que ce règlement est toujours en vigueur, considérant que les zones de projets résidentiels approuvés sont situées à l'extérieur des périmètres urbains, dans les affectations du territoire rural, rural forestière ou agricole, au règlement 1000, adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé, considérant que les terrains situés dans les zones projets résidentiels approuvés ont des superficies de 3000 m² et plus, soit des superficies similaires à celles des terrains situés dans plusieurs développements résidentiels en zone rurale ou rurale forestière. Considérant que les normes relatives à la somme des superficies des bâtiments accessoires prescrites dans les zones projets résidentiels approuvés sont les mêmes que celles applicables aux zones situées à l'intérieur des périmètres urbains dans lesquels les terrains sont généralement beaucoup plus petits. Considérant qu'une demande d'amendement a été déposée afin de permettre les mêmes normes relatives aux bâtiments accessoires dans la zone projet résidentiel approuvé, PRA 1568, que celles prescrites pour les zones rurales, rurales forestières et agricoles. Considérant qu'il serait cohérent d'appliquer les mêmes normes pour l'ensemble des zones situées à l'extérieur des périmètres urbains.
Considérant que la demande est conforme au règlement 1000 adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la ville de Sherbrooke, que la procédure d'amendement au règlement 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke soit entreprise afin de prescrire les mêmes normes de superficie ou de pourcentage maximal de la somme des superficies des bâtiments accessoires dans la zone projet résidentiel approuvé qui est-elle applicable aux zones rurales, forestières et agricoles. Merci beaucoup. Donc, dossier, là, je ne sais pas si c'est assez clair pour tout le monde. Ouais, c'est un peu juste les fameuses zones de PRA. Là. Bon, Mme Normand l'a expliqué, là, mais quand il y a eu la fusion, il y avait des projets dans chacune des anciennes municipalités qui avaient déjà été autorisés. Donc là, il y avait une fusion qui se produisait, mais ces projets-là avaient reçu des approbations des anciennes municipalités. Donc, ils ont comme eu dans notre réglementation globale une permission, étant donné que c'était déjà approuvé pour continuer à aller de l'avant. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, ça ne serait plus possible, ces développements-là, parce qu'à l'extérieur du périmètre urbain, on ne souhaite pas développer de nouvelles rues, mais dans ce cas-ci, c'était déjà des projets approuvés par les anciennes municipalités et c'est pour ça qu'on doit honorer. Maintenant, c'est inscrit comme quoi ça peut être développé dans notre réglementation. Donc là, on vient juste, étant donné que c'est en dehors du périmètre urbain, que c'est des plus grands terrains que ce qui est à l'intérieur du périmètre urbain, autoriser davantage de bâtiments accessoires. Puis je ne sais pas si vous n'avez pas nécessairement défini bâtiment accessoire, là, mais je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que ça peut être, là, parce que ça peut être une diversité de choses, un bâtiment accessoire. Ça peut être une remise, ça peut être un garage, ça pourrait être une gloriette, jardin, un gazebo, exemple, fermé. Un poulailler. Oui. Madame Lefebvre à la maison, je vous laisse aller. Oui, mais c'est dans mon district dont j'avais été contactée par le propriétaire, en effet, qui, bon, c'est quand même une grosse maison, là. Donc, il voulait un bâtiment accessoire assez considérable, mais effectivement, c'est un peu particulier. Puis ça, j'avais besoin d'une petite clarification parce que là, on l'autorise parce qu'il est dans un PRA. Ça veut dire qu'on ne modifie pas tout l'ensemble du 1200 là, à ce niveau-là. Parce que, parce que quelque part, tu sais, en zone rurale, on a effectivement des terrains qui sont grands. Tu sais, quand j'entends qu'on va interdire, tu as un super grand terrain, puis si tu as une petite remise, puis un garage, ben, tu peux pas mettre une gloriette, mettons, tu sais, ou un abri ou un poulailler. Ben, je trouve ça un peu excessif. Euh, parce que justement, tu sais, est-ce que ça ne devrait pas être calculé en fonction de la surface complète du terrain ou quelque chose comme ça? Parce que ça limite beaucoup alors qu'on a des terrains gigantesques. En fait, ce qu'on vient faire, on ne répond pas seulement à la demande du demandeur. Ce qui est proposé, c'est vraiment dans tous les PRA qui sont situés donc à l'extérieur du périmètre urbain, au lieu d'appliquer les règles de l'intérieur du périmètre urbain, ils vont avoir les mêmes règles que les zones rurales. Donc, on ne modifie pas les règles pour les zones rurales. On vient juste dire que les PRA ont les mêmes règles, les mêmes normes que nos zones rurales. Oui, mais les zones rurales, c'est quand même limité, là. Limité, mais beaucoup moins que le périmètre urbain. C'est ça Oui, qu'on vient. mais je comprends que, tu sais, puis peut-être je suis hors sujet dans le sens que effectivement, cette mesure-là permet au demandeur de solutionner son problème, mais ça ne résout pas l'ensemble des enjeux du secteur rural. Donc, je ne sais pas s'il y a une réanalyse qui va être faite à un moment donné, si c'est prévu ou pas. Je ne sais pas si ça sera considéré. C'est un élément qui peut être noté comme dans les considérations quand on va refaire notre réglementation, la refonte réglementaire suivant le plan d'urbanisme. Mais aujourd'hui, on n'est pas on n'est pas en train de revoir la réglementation pour les zones rurales parce que ça a beaucoup d'autres implications qu'il faudrait étudier aussi, là, parce qu'en termes de milieu naturel et autres, ici, beaucoup de choses à revoir, mais ça peut être considéré dans la refonte réglementaire. J'aimerais ça, oui, qu'on mette une note de ça. Je sais que c'est pas le sujet du jour, mais j'en profite pour le mettre sur la table pareil.
J'ai M. Morissette qui est là, qui pourra noter, représentant de l'équipe au plan d'urbanisme, qui pourra noter, on pourra s'en reparler dans ce cadre-là. J'ai M. Lacoste. Moi, j'avais une question parce que dans les 8 zones que vous nous avez montrées, les 8 RPA, PRA, oui, c'est pas tout à fait pareil. Ça dépend qui reste là, dans le fond. Donc, dans les 8 espaces que vous nous avez montrés, c'est tous des terrains sensiblement de la même grandeur, parce que, bon, de la même superficie, parce que, bon, c'est peut-être une question d'image et de plan qu'on avait, parce qu'il y a des lots qui me semblaient beaucoup plus petits. Donc là, si on vient modifier, est-ce qu'on reste toujours en proportion de la résidence principale ou on vient en proportion du terrain ou on vient juste se lever les restrictions? Ça vient en fonction du bâtiment principal, comme qu'on a déjà dans les zones rurales. Puis c'est pour ça que j'avais apporté l'attention particulière aux deux développements similaires qu'on avait une zone rurale à côté avec exactement le même type de lotissement, le même format, qui est autorisé d'un côté, puis l'autre côté de la rue n'est pas autorisé parce qu'on est dans une zone PRA. C'est les mêmes superficies de terrain, là. Mais dans les zones PRA, on a différents lotissements. Il y en a qui ont d'immenses terrains comme Monsieur Poulain, qui a un immense terrain, mais on les traite en rural en fonction de ton bâtiment pour ne pas avoir des bâtiments accessoires plus gros que les maisons, d'où le fait qu'on ne s'est pas basé sur les terrains, mais sur les résidences principales. Ça répond bien? Oui, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui, Petite M. question. Puis c'est peut-être à un autre niveau, c'est pas spécifiquement à ce projet-là, mais quand on appelle un projet résidentiel déjà approuvé, c'est à quel niveau qu'on l'identifie approuvé? Donc, exemple, le propriétaire ou le promoteur a fait approuver ses lots, ou tu sais, c'est où exactement ça se situe là? Moi, j'étais pas là en 2002, mais par contre, c'est vraiment qu'il y avait des ententes avec la ville de faire ces ouvertures de rue-là. Il n'y avait pas le choix, vu que les municipalités s'étaient engagées auprès d'eux. Fait que j'imagine qu'il y avait des ententes écrites avec les promoteurs en question. Entente écrite. Oui, D'où la foi. oui, c'est vraiment les anciennes municipalités avaient déjà autorisé de plein droit les constructions. C'est juste pour être certain que c'est clair. Ouais. C'est une expression également qui est reprise officiellement dans la réglementation, là, que ce soit dans le schéma et autres règlements d'urbanisme. Et ça fait exactement référence au dossier déjà approuvé par les conseils municipaux antérieurs. Là. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont presque tous construits, là, ces projets-là. Généralement, ils ont tous été bâtis ou presque. Là. Il y a le fameux chemin Réon. Il en restait effectivement un ou deux sur le lot complet, là. C'est ce qui reste comme PRA là, en ce moment actuel. Parfait. J'ai M. Daigle. Allez-y. Ouais, c'est juste pour être sûr, comme M. Charon, de bien comprendre le contexte. Je pense que ça fait plein de sens d'aller de l'avant avec la recommandation parce que d'un bord de la rue, c'est X, puis de l'autre bord, c'est Y. Là, fait que ça fait comme pas de sens. Mais ma question, c'était justement la quantité de PRA qui restait à construire. Est-ce que c'est pas au CCU à décider ça, là, mais par curiosité, est-ce que il y a une démarche quelconque qui est faite pour en fait ne pas construire, ne pas autoriser ces PRA-là en dehors du périmètre urbain? Sont déjà approuvés. Fait qu'on a déjà les ententes. Fait qu'on est comme. Légalement, la ville n'a pas le droit de dire non parce que v'là 20 ans, 25 Mais ans, ça a été il y en a une, je pense qu'il y a une zone qui a un milieu humide, là, quand même important. Là. Fait que là, il ne pourra peut-être pas développer. Fait que ça va être à revoir. Fait que je pense qu'il reste peut-être 3 PR. J'allais me tromper. Il y a 3 projets résidentiels approuvés qui ne sont pas à développer là, actuellement. Là. OK. OK, merci. Oui. Ben, il y a eu des débats justement par rapport à certains dossiers parce qu'effectivement, légalement, là, le droit c'est approuvé de plein droit, puis on ne peut pas revenir en arrière. Je sais qu'il y a du travail qui se fait quand même dans certains dossiers pour améliorer le projet, pour mieux faire, considérer les milieux dans lesquels les projets s'implanteront. Est-ce que j'avais d'autres questions, commentaires? Ça vous va? Alors, est-ce que j'entends que les membres sont favorables à aller de l'avant de ce côté-là? Parfait.
Merci beaucoup. Donc, ça met fin à ce dossier. Il nous reste donc un dossier plus juste une mini-discussion sur le calendrier. Donc, le dernier dossier à voir aujourd'hui en séance publique, le 7.1.2, demande d'amendement au règlement 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone P0798 rue Sarah. Donc, c'est une demande par le centre de services scolaires. Donc, on peut très bien voir au bout de la rue Sarah, c'est en lien avec la nouvelle école qui devra se construire sur le terrain de l'école du Phare. Je laisse M. Pereira nous présenter le dossier. Donc, je partage ma présentation à partir de mon ordinateur. Je ne sais pas si tout le monde... je n'ai pas les mêmes problèmes. C'est pour ça que je le mets. Dans Teams, Encore là. dans Teams, je la partage. Là, je sais pas si... Oui. C'est juste que là, ouais, pour notre journaliste ou la salle, ils n'ont pas. ouais. On va le réouvrir, mais vous pouvez partager sur l'équipe. Nous, on le voit. On va juste se donner une petite minute. On est en séance publique, vous pouvez y aller. Oui. En fait, ma question, c'est comme l'ouverture de cette école-là a un impact sur la vie de mes enfants, est-ce que je suis en conflit d'intérêts? Non? OK. Non, C'est bon. C'est bon. D'ailleurs, Mme Normand, pour les présentations. Ça va nous prendre une petite musique de pause quand on fait des séances publiques. Oui, c'est Mme Bertel. Peut-être que je peux en profiter si ça ne vous dérange pas pour parler du calendrier. Ce sera un point qui est fait. Allons-y donc, hein? Gagnons du temps. Calendrier des séances 2025 qui était le point 8.1.1. On ne peut pas vous le présenter aujourd'hui parce qu'il doit être adopté en conseil municipal. Mais je voulais simplement vous demander un peu si ça vous convenait de garder grosso modo les paramètres. Ce qui serait proposé, là, en fait, c'est de garder les jeudis avant midi, une fois par mois, évidemment, de 9h à midi. La première serait le 23 janvier, j'ai vérifié, donc ça nous mènerait au 23 janvier. Puis, on garderait, si ça vous convient aussi, la possibilité qu'on bloquerait à l'avance d'avoir une fois aux 2 semaines, donc en décalage de 2 semaines, une séance d'atelier de travail en distance le jeudi, soit des fois c'est 4,5, des fois c'est 5, là, mais grosso modo, selon ce qui vous convient le mieux. Et on les annule à l'agenda quand on n'a pas de dossier. Fait que je vais juste vous entendre sur si ça vous convenait de conserver les mêmes paramètres. Oui. Je n'ai pas d'opposition. Monsieur Lemelin, à distance, vous ne voyez pas d'inconvénient? Non, c'est parfait pour moi. Parfait. Donc, nous, c'est sûr que dès que le calendrier va être adopté par le conseil municipal, je pense que c'est à la prochaine séance, on va vous le partager et vous allez de toute façon recevoir toutes les convocations à votre agenda. Puis, dans un premier temps, les convocations du jeudi avant midi. Dans un deuxième temps, vous allez recevoir celle du 2 semaines d'atelier de travail. Celui-là, il n'y en aura pas un en janvier, donc ça va à partir de février qu'on aura un ajout d'atelier de travail. Fait vraiment, en janvier, vous pouvez prendre pour acquis qu'il y a une seule séance, troisième semaine de janvier. Donc, ça nous permet, wow, on est arrivé avec notre technologie est revenue. Donc, on va pouvoir y aller, M. Pereira, avec la présentation du dossier assez simple, mais une bonne nouvelle. Oui.
Une très bonne nouvelle, puis c'est un privilège d'avoir travaillé sur ce dossier-là qui est bien reçu par la communauté. On a pu voir ça le 24 octobre dernier. Là. Madame Laroche était présente, qui a donné un bon coup de main dans la présentation aussi. Donc, très bien accueilli par la population. Je pense qu'on a hâte d'avoir cette école qui est appelée l'école D pour l'instant. Donc, bon, problème technologique. Jamais fini. Donc, rapidement, une mise en contexte, bien, on connaît tous le contexte actuel de croissance de population, des élèves en âge d'aller à l'école primaire. Donc, tout ça à Sherbrooke, on y fait face. Donc, on a besoin de nouvelles écoles. Il y en a deux à Rock-Forest qui sont venus au monde, si je pourrais m'exprimer ici. Une autre à Saint-Élie. Maintenant, c'est le quartier ici à Scott. Je ne sais pas si on peut l'appeler encore de même, mais ce secteur-là qui va recevoir la nouvelle école primaire. Donc, la zone visée, c'est la zone P0798. Et le lot, c'est le même lot que l'école secondaire internationale du Phare. Donc, on se situe à cet endroit-là. On voit ici la rue Sarah, Belvédère Sud là, et Aurore, de l'aurore boréale pour situer les gens ici présents. Donc, la modification réglementaire, ce qu'elle va venir permettre, c'est la construction d'une nouvelle école primaire. On prévoit 20 classes, entre 450 et 480 écoliers. L'école va s'ériger sur 3 étages. Cela dit, à cause de la topographie du terrain, pour les gens qui connaissent la rue Sarah, donc ça descend. Donc, face à la rue Sarah, on va avoir l'impression d'un 2 étages. Ce qui est intéressant dans cette école-là, c'est qu'elle se veut aussi communautaire, si je peux prendre cette expression-là, puisque il va y avoir des locaux qui vont être dédiés à la communauté, donc on va pouvoir en profiter et l'architecture de l'école est faite en conséquence. Je peux préciser ça, c'est un point important parce que souvent, on a beaucoup d'organismes qui disent que c'est difficile d'avoir accès aux écoles quand il y a des travaux, quand il y a ci, quand il y a ça. Il y a aussi des réticences des fois de certaines écoles parce que quand on donne accès, bien, on donne accès à l'ensemble de l'école, tandis que l'école D, puis je pense que toutes les nouvelles écoles qui seront prévues sur le territoire, le centre de service prévoit vraiment des plans qui permettent d'isoler la section gymnase, dans ce cas-ci, cafétéria, cuisine, du reste. Donc, on peut donner accès à la ville puis aux organismes seulement à ces parties-là, ce qui permet, là, dans ce cas-ci, on nous a même confirmé qu'il y aurait une cuisine accessible pour faire toutes sortes d'activités, le gymnase et tout, sans qu'on donne accès aux classes, ce qui rassure beaucoup le milieu scolaire souvent. Là. Exact. En plus de ça, c'est une thématique nature, c'est pas une vocation nature. La vocation, ça sera le comité de parents qui le décidera plus tard, mais pour l'instant, c'est une thématique nature. Quand on sait que la ville travaille très fort là, pour tout le boisé à Scott-Lennox, qui est à proximité, donc on voit un potentiel énorme puis vraiment agréable pour les élèves. Rapidement, la ville, nous, on vient intervenir dans le quartier, donc l'aménagement de corridors scolaires dans les rues avoisinantes, le prolongement de bandes cyclables sur la rue Sarah qui vont se rendre jusque dans le secteur de l'école, la construction de trottoirs sur Aurore boréale qui va se faire et le réaménagement de l'intersection ici, Belvédère Sud, Sarah, donc des bandes cyclables qui se convertissent en pistes cyclables. Donc, toute la mécanique des feux de circulation aussi va être modifiée. Donc, pour rendre le tout un peu plus sécuritaire de ce que l'on connaît présentement. Donc, ça, c'est la ville qui vient ici travailler aussi pour la sécurité des élèves. Puis, je tiens à mentionner aussi qu'il y a une belle synergie avec le centre de services scolaires, puisqu'on est en constante communication, donc pour éviter les enjeux de sécurité là, quand les élèves vont s'approcher de l'école, éviter les conflits entre les différentes modalités. Donc, ce qui va donner un produit très intéressant. Donc, voici un 3D que j'ai eu récemment. Donc, la problématique de pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est puisque dans la zone P0798, bien, il y a seulement l'usage P200 qui est école secondaire qui est autorisé. Donc, pour que dans l'échéancier, pour que l'école voit le jour, ben, il faut autoriser l'usage P103 qui est école primaire. Donc, c'est pour ça que la recommandation, là, vous voyez un beau visuel qu'on a fait faire à l'interne. Donc, la recommandation, rapidement, donc, c'est d'autoriser l'usage P103 éducation primaire
et aussi de prescrire les normes de lotissement et les normes relatives au bâtiment, puisqu'on autorise seulement un 2 étages dans la zone et maintenant on vient autoriser un 3e étage, ce qui va permettre la construction d'un échéancier qui a été présenté là, le 24 octobre dernier, là, qui est assez encourageant là, dans la vue de la construction. Donc ça a été short and sweet, mais je suis bien content du résultat. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, puis je peux peut-être juste préciser qu'à la séance d'information, d'échange avec les citoyens, ça a été vraiment accueilli. Je pense que tout le monde était unanime sur c'est une bonne nouvelle d'avoir une école dans ce secteur-là. Les considérations étaient surtout en termes de sécurité des transports actifs. Donc, la rue Aurore Boréal, le fait qu'on ajoute un trottoir là, c'est vraiment bienvenu. Il y a la rue Thibault sur laquelle moi j'avais poussé aussi, mais qu'on m'a dit que ça va aller au moment où on va faire la réfection de la rue parce qu'il y a des conduites d'eau qu'on doit changer. Donc, c'est prévu, mais il va peut-être y avoir un petit délai. Sinon, c'était au niveau de la circulation, évidemment, des autobus et tout. Là-dessus aussi, le centre de service a été quand même rassurant dans le sens où c'est une école de quartier. Ce n'est pas une école à vocation qui attire des gens de l'ensemble de la ville. On vise vraiment à ce que la majorité des gens, même si on sait qu'il y a de la population de Lennoxville qui va venir, puissent accéder à pied ou à vélo. Mais on parle de 4 autobus scolaires et évidemment, ils ne sont pas en même temps parce que l'enjeu en ce moment, c'est surtout que l'école secondaire, il y a un grand nombre d'autobus qui arrivent déjà en même temps. On ne voulait pas en rajouter là, mais là, ils vont être décalés parce que les horaires ne sont pas les mêmes primaires et secondaires. Donc, on a pu répondre à la majorité là, des craintes des citoyens dans ce secteur-là. Là. Je pense que c'est un projet bien attendu et ils ont beaucoup travaillé aussi pour s'assurer de ne pas déboiser dans le premier projet. Ils touchaient un petit peu, là, ils sont vraiment ils utilisent l'espace qui est vraiment déjà déboisé pour s'installer. Puis ils ont joué aussi avec, parce qu'au départ, ils prévoyaient mettre un stationnement plus du côté du boisé, puis la cour d'école de l'autre côté. Fait qu'on a travaillé avec eux pour dire, ben là, allons-y avec une école qui va être vraiment tournée vers la forêt pour créer vraiment un milieu de vie. Ce qui a été souligné quand même aussi par les citoyens, je dois le mentionner, c'est ce qui nous a été présenté était un peu plus détaillé avec la cour d'école quand même assez minéralisée, même s'il y avait beaucoup d'efforts par rapport aux écoles qu'on voit qui datent. Là. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel le centre de service a aussi mentionné qui était ouvert à travailler pour. On voit beaucoup les écoles aujourd'hui qui enlèvent du béton pour rajouter des arbres. Fait d'y aller vraiment avec un mode le plus en possible dès le départ pour ne pas avoir à encourir des frais par la suite. Autre élément important aussi que j'oubliais, l'école est construite où est-ce qu'on retrouve le terrain de football actuel. Mais n'ayez crainte, ce terrain-là va être construit un peu plus loin, donc un terrain synthétique là, qui va profiter à toute la communauté. Là. Si c'est vraiment une bonne nouvelle, on a beaucoup de joueurs de soccer et autres sports dans le secteur. Donc, j'ai Mme Lefebvre qui avait une question ou un commentaire. Oui, plus des commentaires, mais une petite question quand même. En fait, c'est un projet, moi j'ai été commissaire scolaire, donc c'est un projet qu'on voit, tu sais, qui a bougé un petit peu parce qu'il y a eu à un moment donné une idée de faire ça en dehors du terrain de l'école du phare. Mais en 2016, c'est déjà ce qu'on avait prévu, c'était de le faire à cet endroit-là. Donc, on revient à l'idée initiale. Je pense que toutes les améliorations, pour avoir une fille qui a fait tout son secondaire à l'école du phare, je pense que ça va profiter pas juste à cette école primaire-là, mais au secondaire aussi, parce que il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui arrivent avec les bus de la STS qui traversent là, le belvédère, etc. Donc, ça va vraiment faciliter les choses, sécuriser les choses. C'est assez difficile, là, les plusieurs modalités le matin et le soir. Donc, voilà. Et j'avais une question, mais elle m'échappe. Donc, je vais passer mon tour et je reviendrai après. Parfait. Oui, puis juste pour préciser, effectivement, c'était le premier projet était sur le terrain du phare, puis entre-temps, eux n'arrivaient pas à financer le fait de déplacer le terrain de football. C'est pour ça que le grand terrain. Donc, c'est pour ça qu'après ça, ils nous ont demandé de plutôt leur fournir un autre terrain. Ce qu'on a fait, puis là, il y a eu tout le projet qui était plus dans le secteur de la rue Allée, avec un peu plus ouais. Ben, oui, c'est ça. Là, pour les citoyens, c'était un petit peu plus. Ça venait s'implanter dans un milieu, même si ça nous permettait de venir préserver du boisé derrière, c'était dans un milieu beaucoup plus fermé, un cul-de-sac et tout. Il y avait d'autres enjeux, disons-le comme ça, mais là, ils ont accepté de revenir au plan A
parce qu'ils ont aussi reçu un financement pour faire un terrain synthétique, ce qui est une excellente nouvelle là, dans ce secteur-là. Je vais y aller avec M. Daigle. Oui. Je suis vraiment content que ça finisse par voir le jour. J'avais une question par rapport aux arbres qu'on voit, tu sais, ceux qui vont planter, là. Est-ce que, parce que ce matin, je suis passé justement à cet endroit-là, mes enfants vont au CPE juste à côté. J'attendais le bus devant ce qu'il va avoir, là où il va y avoir un Super C. Très bientôt. Puis je regardais la pancarte qui annonçait justement ce qui était construit derrière. Puis sur la pancarte, il y avait plein d'arbres. Parce que c'est beau mettre du vert quand on vend des projets. Je me demandais, les arbres qu'on voit dans le stationnement, là, juste autour sur les images que vous avez montrées, est-ce qu'il y a un moyen de s'assurer que ça va être là? Oui, ben en fait, c'est le règlement de zonage qui vient, tu sais, après un certain nombre de cases de stationnement, ben, tu as besoin d'îlots verts végétalisés avec des arbres. Donc, tout ça est normé. OK. Donc, oui, nos services de permis d'inspection font un suivi là, rigoureux pour s'assurer que ces normes-là soient respectées. OK, excellent. Super. Puis, n'ayez crainte qu'aussi le projet d'Imostar, ben, à l'arrière, il va y avoir une bande végétalisée puis tout ça. OK. C'est juste que pour l'instant, il va y avoir un mur anti-bruit qui se fait. Donc, pour pas dupliquer les travaux, on va faire le mur en premier, puis après ça, ils vont aménager toute une bande là, entre le quartier à l'arrière. Puis... Ouais. OK. Excellent, merci. Puis j'avais l'autre question, c'est justement le déplacement du terrain de football. Est-ce que lui vient empiéter dans le boisé, Lennox Ascot? Ou non. Il y a une petite partie du boisé qui est affectée, sauf que dans le RCI, ben, il y a un article qui vient prévoir que pour des écoles, on peut couper des arbres pour l'aménagement, mais c'est pas une grande partie, là, c'est vraiment une infime partie, le coin, le terrain, exact. OK, parfait. Merci. Merci. Puis, il faut savoir aussi qu'on est en train de travailler notre politique de l'arbre et tout, puis qu'avec le plan d'urbanisme, on risque aussi dans les stations d'avoir des nouvelles normes de verdissement. Là, dans ce cas-ci, ça va être approuvé avant, mais on travaille là-dessus aussi pour les rendre encore plus, rendre ça encore plus intéressant au niveau de nos îlots de chaleur et autres. Monsieur Lacoste. Oui, question technique, tant mieux, oui, je suis content aussi, l'école arrive là, enfin, puis on peut quasiment clore le dossier, mais on n'est pas construite, là. Mais question technique, au niveau de l'autorisation du P103, est-ce que ça s'adresse à tout le lot ou juste à une partie du lot? Parce qu'on voyait sur un des plans... Ça s'adresse à la zone. À la zone complète. La zone comprend tout le lot de l'école du Fort. OK. Donc, ça va être comme un ensemble, là, école secondaire, école primaire, donc c'est toute la zone. Ce qui permettrait, puis là, rêvons dans 25 ans, là, ce qui permettrait un agrandissement de certaines classes ou l'agrandissement de l'école primaire si on voulait, parce que le quartier continue de se développer. Exact. OK, parfait. Ouais. Merci. Merci. Bon commentaire. Monsieur Charon. Oui, merci. Dans ta grille dans la grille d'analyse, page 5, tu as le diagramme. Ça serait peut-être intéressant de le voir. Puis, tu as mentionné un mur anti-son, c'est ça? Je pense que c'est ça le symbole qu'on voit entre... Non, le mur anti-son, c'est pour le projet sur Belvedere Sud, parce que monsieur posait la question. Là. OK. Ben, ma question sur cette image-là, c'est que tu as l'école, puis tu as le champ de football. Tu as comme une ligne avec une série de symboles là, qui ressemblent à être... Je pensais que c'était le mur d'anti-son, mais ça représente quoi, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut afficher, ça? Je pense que notre grille d'analyse, page 5. Je pense que c'est une clôture qui veut le représenter, là, mais... Je sais que je vois la clôture, mais il y a un symbole supplémentaire là, entre le champ de football et l'école. Juste pour comprendre le diagramme. C'est la clôture. Là. C'est sûr que là, ce n'est pas les plans. T'sais, nous, on est juste en train d'approuver la possibilité d'avoir une école primaire, mais les plans plus finaux. C'est ça ici, là, monsieur? Oui, c'est la clôture. Tu regardes entre le champ de football et l'école, tu sais, tu as ta clôture qui finit là, mais là, il y a une autre sorte de clôture, j'imagine. Oui, mais je suis pas mal sûr que c'est la clôture, là, mais je pourrais valider puis vous revenir. Là. C'est sûr qu'il n'y aura pas de mur anti-son non. côté-là. C'est une école, puis c'est bordé par le boisé, mais effectivement, le mur anti-son, c'est vraiment pour la grille de déchargement pour les. C'est juste parce que la symbolisation cartographique là, montre autre chose. Là. C'est pour ça. Je pourrais valider, M. Charon, puis vous revenir. Merci. Est-ce que j'avais d'autres. Madame Lefebvre, vous avez retrouvé votre question? Oui. Je faisais des signes de la tête, mais je n'avais pas vu, j'avais coupé ma caméra.
En fait, tantôt, Wilson a parlé de 20 classes. Oui. OK. D'habitude, ça va par dénominateur de 7, là. On dit toujours 14 ou 21. 21, c'est les plus grosses. Donc, c'est environ 500 élèves, mais peut-être qu'ils ont On révisé la dit entre chose. là, c'est ça. 450 et 480. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Le choix de la vocation, C'est pas tout de suite, ça a l'air, ça, c'est non, le non, c'est comité de ça. En parents. fait, c'est l'équipe école qui doit décider, Exact. qui est pas encore, constituée, évidemment, parce que justement, c'était ça ma question. L'ouverture, c'est prévu pour quand? Pour 26 ou 27? Si ma mémoire est bonne, vous me corrigerez, là, mais ce que nous ont dit en soirée d'échange d'informations, c'est qu'ils visaient idéalement l'ouverture à l'automne 2026, mais que c'était plus. Que ça se pouvait que ce soit 2027, disons, là, parce que OK, OK. avec les Donc, délais, c'est à ce ça dépend un moment-là peu des qu'on... contracteurs, là. Ouais. Je vous réponds dans quelques secondes. Allez-y. Ah, OK. Puis au niveau, c'est ça, au niveau vocation, il faut faire la différence entre vocation et programme éducatif. Là. École de vocation, ce n'est pas souvent une Oui. école de quartier. C'est pas ce qui était souhaité dans ce Non, non, cas-là, non, non, mais c'est sûr c'est que les vraiment une citoyens qui école de quartier, mais elle peut avoir effectivement un programme éducatif particulier. Puis ça doit être entériné par le conseil d'établissement qui doit peut-être pas encore être nommé, parce qu'il y a souvent un conseil d'établissement temporaire. Mais ça va Est-ce que vous dépendre. voyez, c'est un peu hors sujet, Ah oui, là, oui, je mais vois. c'est bien Construction. ressorti dans la rencontre de parents, pas de parents, mais des citoyens qu'il y avait un désir qu'il y ait un programme éducatif tourné vers la nature. Je pense que ça peut considérer à ce moment-là, même si ce n'est pas de notre ressort du tout. Monsieur Pereira, avec la Non, mais question. je n'avais pas fini ma question. OK. Mais je vais juste donner la réponse à votre première question par M. Pereira pour l'année de Ah, réalisation. OK. Donc, vous voyez, je vous partage l'échéancier du projet école. Là. Donc, la construction, c'est de mai Oui. à août 2026. Donc, je il pense vise une que rentrée à l'automne 2026. 2026, c'est ça qui vous visait. Mais il y avait un astérix, et je me souviens bien, qui ont dit quand même que c'est ça, si tout va bien, s'il n'y a pas de problématique dans le chantier, donc que ça pouvait être retardé à 2027. Donc, on se croise les doigts. On se croise les doigts, oui. Exact. Oui, parce qu'ils ne feront pas de rentrée en cours d'année parce qu'il faut repenser tous les voyagements des bassins des autres écoles et tout ça, donc c'est un casse-tête. On fait pas ça en cours de route. Mais donc, si, mettons qu'ils viennent avec programme éducatif nature, le bois à côté, c'est à eux ou pas? Non, le bois à côté, il y a un projet de la ville. Là, En ce moment, ils ont une petite lisière quand même. Il y a une partie de leur terrain qui déborde sur la forêt. Mais sinon, la suite, c'est encore à des promoteurs, des propriétaires. Ah, des privés, OK. Oui, c'est encore des propriétaires, mais ça fait partie du bois d'Ascot Lennox à suivre. OK, ça va jusqu'à. OK, parfait. Ouais, donc éventuellement, ils pourraient avoir accès. Effectivement. C'était ça ma question. Voilà. Parfait. Donc, merci. Ça ferait le tour. J'imagine que je n'ai pas besoin de demander de vote là-dessus. C'est une très bonne nouvelle que ce projet-là puisse continuer. Puis, je sais qu'il y aura aussi des élèves de Lennoxville, probablement. Donc, doublement content de voir que nos écoles qui débordent dans ce secteur-là ou qui sont carrément envoyées dans d'autres écoles de d'autres quartiers vont pouvoir trouver leur place. Alors, merci beaucoup. Au niveau du calendrier, on avait déjà vu le point, donc c'est ce qui mettrait fin à notre séance publique pour aujourd'hui. On a un atelier de travail qui suit. Donc, comment? J'ai Frédéric qui voulait ajouter quelque chose. Excuse-moi, je n'avais pas vu ta main. Est-ce que c'est une nouvelle main? Oui, désolé si j'ai plus ma caméra, si je suis en train de me déplacer à la prochaine rencontre. Mais c'était juste plus une question, justement par rapport aux élèves de Lennoxville. Est-ce qu'on prévoit à la ville d'ajouter un lien de mobilité active sécuritaire entre Lennoxville et ce secteur-là? Parce que présentement, je pense que c'est une bande cyclable, un endroit où les automobilistes roulent quand même assez vite. Ça dépend de quel secteur. Est-ce que vous parlez de college, par exemple?
Parce que, bon, il y a différentes voies, si je peux résumer. Il y a College qui a beaucoup de demandes quand même des citoyens de ce secteur-là de pouvoir sécuriser au niveau du vélo. Moi, les informations que j'ai, c'est qu'éventuellement, dans les prochaines années, il y a du repavage à faire, puis qu'à ce moment-là, on pourra regarder si c'est possible de le faire. Puis je pense que ça serait effectivement une bonne mesure là, dans ce cas-ci, parce que c'est quand même une route assez utilisée et il y a quand même beaucoup de transport actif qui se fait. Et en ce moment, c'est extrêmement dangereux. Fait que ça, dans les prochaines années. Il y a aussi, mais là, ça dépend de l'ensemble du projet de conservation de nature quand on le laisse, entre autres, du boisé à Scotlandus. Il peut y avoir éventuellement un projet de lien entre les deux, mais ça, c'est à beaucoup plus long terme. Là. Peut-être rajouter le fait Il y a les qu'il volontés y a quand même un lien qui est supposé se faire éventuellement entre l'Université Bishops puis l'Université de Sherbrooke, donc ça pourrait peut-être en faire partie. Là. Exactement. Excellent, surtout que je veux pas, ce sont des enfants, donc il faut redoubler encore plus de vigilance sur l'aménagement. Absolument. Mais c'est sûr qu'un éventuel lien direct vraiment hors route serait le plus sécuritaire. Mais entre-temps, c'est sûr que college pour une école primaire, ça fait quand même beaucoup de routes de Lennoxville jusqu'à Ascot à vélo. Mais maintenant, on ne sait jamais, au niveau des familles, il y a beaucoup de gens qui se déplacent avec vélo électrique. Oui, c'est une bonne compte. Mais c'est agréable. Donc, ça va comme ça. Mais M. Deck, vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, juste dire que, ben, en fait, il y a déjà un lien qui existe dans le boisé à Scott Lennox qui relie l'école du fort, qui est complètement informel. Et illégal, je tiens à le souligner ici parce que ce sont des terrains privés, fait que on ne peut pas promouvoir l'accès de ce lien-là. Je le promous pas, je fais juste dire qu'il y a quelque chose. Parfait. Il y a quelque chose. Merci. Donc, est-ce que c'est ce qui mettrait fin au dossier et à la séance, donc publique? Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Oui, tout à fait dans les temps. Je nous donnerais même le 7 minutes parce que notre séance de télétravail commence à 10h30. Donc, on a le temps de faire une petite pause et de se retrouver pour la suite de la télétravail. Merci beaucoup.